For us, the people of South Africa, our course of action is very clear. We must fight back. There is only one path and one path only. It is the path of relentless struggle. It is the path of sacrifice. It is the path of war and glory. The time has come for us to acquire weapons and to pay the white minority regime back in its own coin. We must now respond to the reactionary violence of the enemy with our own revolutionary violence. You have been listening to Radio Freedom, the voice of the African National Congress and the People's Army, Umkhonto we Sizwe. Victory is certain. Moi qui n'avais jamais été soldat, on m'avait confié la tâche d'organiser une armée. Elle s'appelait Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, abrégée en MK. On avait choisi le symbole de la lance parce qu'avec cette simple arme, les Africains avaient résisté aux Blancs pendant des siècles. Across the mountain, kill a man. Across the mountain, Hamazan. Kilbatabata, Hamazan. Kilbatabata, Hamazan. Pourquoi ai-je décidé de rejoindre MK ? Pourquoi ou à quel moment ? Les raisons. La raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre MK, c'est parce que j'ai estimé que c'était le moyen le plus efficace de lutter contre le système. Je me souviens d'un mercredi soir où nous avons regardé une vidéo. Et c'était une vidéo sur la violence qui se produisait en Afrique du Sud. On a regardé cette vidéo, on l'a regardée, on a discuté. Ensuite, tout le monde s'est levé pour partir. Et j'aurais voulu bloquer la porte et dire « Alors on fait quoi ? S'agit-il simplement d'une vidéo ? Allons-nous retourner à notre vie confortable et privilégiée dans cette école de cinéma internationale ?» Puis je me suis dit « Zola, toi, tu vas faire quoi ?» Ça, c'est le jour où je me suis dit « Je vais rejoindre Umkhonto we Sizwe. » J'ai rejoint MK parce que je voulais libérer notre peuple. Je voulais que notre peuple soit libéré de ce système mauvais, le système de l'apartheid. Vous savez, une jeune fille de 13 ans, elle voit bien comme ce système était mauvais, cruel au point que cette jeune fille se décide à quitter ses parents, ses frères et sœurs sans savoir où elle allait. Ma mère faisait de la politique, donc ça n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. C'était quelque chose qu'on mangeait tous les jours à la maison. On mangeait de la politique. Ma mère, en me voyant partir, a eu un choc, mais elle m'a dit « Toi, si tu restes ici dans le pays, de toute façon, tu vas mourir. » S'engager dans la lutte pour la liberté en Afrique du Sud n'était pas une question de choix. Votre vie au quotidien, en tant que personne de couleur, était structurée de telle sorte que vous souffriez chaque jour d'humiliation. Ça allait donc de soi. The policy of apartheid
literally separateness, has been elevated by the government of South Africa from a mere theory of racial superiority to the law of the land. Keeping it white can mean only one thing, namely, white domination. Since 1948, the government of South Africa has passed hundreds of laws and thousands of regulations and proclamations concerning apartheid. In a society ruled by a white minority, the African has become a virtual alien in his own country. He cannot own property anywhere in South Africa. In order to maintain a huge, cheap labor force, the government has decreed that he may not leave his hometown without permission, and once he has left, he may not return for more than 72 hours without the authorization of a labor official. He cannot mix with whites in any social situation. Intermarriage is strictly prohibited. Every aspect of his daily life, from restrooms to the education of his children to the cemetery where he is buried, is strictly segregated by skin color alone. The staggering number of these laws and their complexity overwhelm even professional jurists. L'ANC a été créée en 1912 et de 1912 à 1961, elle cherchait à instaurer la liberté en empruntant des formes de lutte pacifiques, par des actions de masse. Mais chaque fois que nous lancions une nouvelle action de masse, elle était écrasée et la répression se durcissait toujours plus. Jusqu'à ce qu'en 1960, ils tirent sur une manifestation pacifique à Sharpeville. Plus de 60 personnes tuées, massacrées. La plupart par balles, dans le dos, alors qu'elles s'enfuyaient. Elles ne constituaient aucune menace pour l'État. Et pourtant, elles ont été abattues. Et beaucoup parmi ces 69 étaient des femmes et des enfants. Ce fut un tournant. Les gens ont commencé à demander comment allons-nous conquérir notre liberté. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. Nous voici sur le site proche de Durban, où nous avons renversé les pylônes en 1962. Je suis venu ici avec deux autres camarades de MK installer les explosifs pour abattre ce pylône et couper le courant à Durban. Donc nous voilà, avec environ 5 minutes pour poser les explosifs et régler le mécanisme de retardement. Cela a parfaitement fonctionné. Durban et toute la côte de ce qui était alors la province du Natal ont été privés d'électricité. C'était un très très grand succès pour le mouvement clandestin Umkhonto we Sizwe.
Nous avions porté un coup décisif à l'apartheid pour la liberté de l'Afrique du Sud contre l'apartheid. Et dans les journaux, il y avait des photos de ces immenses pylônes tombés au sol. Nous avons pensé qu'il valait mieux commencer par le sabotage de bâtiments symboles de l'apartheid, acquérir de l'expérience avant que nous lancions une véritable guérilla. What we are asking the world to do is not to solve our problems for us, but to assist us solve those problems. We have tried to ask that that assistance should be given in such a way that we can solve the problems peacefully. That has not been forthcoming. And we are continuing to try and solve the problems with the methods that are available to us. And the stage that has been reached is that the methods that are available to us now are those which we have tried to resist over a long period of time. They are the methods of violence. Because the worst of all horrors in the world is to live forever as a slave, as a hated, despised, subhuman. And this we reject. Je suis né en 1938. Mes parents, mes grands-parents sont venus d'Europe de l'Est, de Lituanie, du temps de l'Empire tsariste russe. Ils sont venus chercher une vie meilleure et échapper à la discrimination et aux pogroms contre les Juifs. Cela m'a formé, m'a rendu capable d'empathie. J'ai été contacté ici à Durban par un camarade plus âgé qui m'a dit « Serais-tu prêt à participer à une lutte armée ?» J'ai répondu « Oui, absolument, je suis prêt. » Et je me suis engagé à ce moment-là. C'était au début de 1961 et nous avons commencé à nous entraîner dans nos cellules et unités clandestines. À peine un an après la création de Umkhonto we Sizwe, il a fallu partir à l'étranger pour se former. Mandela a quitté le pays pour rencontrer les dirigeants de pays qui nous soutenaient, comme l'Éthiopie. Il est allé en Algérie, en Égypte, je crois au Maroc. Ce sont les pays qui nous ont invités à venir nous former. Et c'est là que les premiers membres de MK sont allés. D'autres sont partis en Chine, un premier groupe de 6. Puis d'autres sont allés s'entraîner en Union soviétique, en Russie, en Tchécoslovaquie, en RDA et plus tard à Cuba. Moi, je suis allé à Moscou où nous avons passé 11 mois et demi à apprendre des choses sophistiquées comme les explosifs, comment fabriquer des explosifs chez soi. Nous avons appris la topographie, la lecture des étoiles pour pouvoir se repérer, comment opérer en termes de sécurité clandestine, la surveillance, la contre-surveillance, le combat en milieu urbain et en milieu rural. Nous avons appris la politique, bien sûr, et les armes. Toutes les armes qui existaient nous ont été fournies. Du pistolet à l'AK-47 aux mitrailleuses, on a même appris à conduire des chars, à utiliser des armes anti-aériennes, l'artillerie et le mortier. La formation était assurée par des experts qui avaient combattu les nazis. J'ai été formé en République démocratique allemande dans un village où personne ne parlait anglais. Les habitants n'avaient jamais vu de personnes de couleur en chair et en os. Ils n'avaient vu des personnes de couleur que dans des magazines.
Pour eux, j'étais un animal étrange, mais curieusement, comme je venais d'Afrique du Sud où la couleur de peau était utilisée pour vous discriminer, voici qu'en Allemagne, la couleur faisait que vous étiez traité de façon privilégiée. Quand j'y pense aujourd'hui, c'était condescendant. Mais cela m'a permis de retrouver l'estime de moi-même. En 1963, alors que j'avais la police à mes trousses, j'ai reçu l'ordre de rencontrer les dirigeants à Johannesburg. À peine arrivés, nous avons appris les arrestations du haut commandement à Rivonia. Ils avaient arrêté des personnes clés de la direction politique et de MK. On était bouleversés. I admit immediately that I was one of the persons who helped to form Umkhonto weSizwe, and that I played a prominent role in its affairs. During my lifetime, I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. J'ai été arrêté en 1964, peu de temps après que Mandela et d'autres ont été condamnés à la prison à vie dans le procès de Rivonia. Ils m'ont torturé de nombreuses manières, que ce soit par des violences physiques directes ou en m'obligeant à rester debout pendant des heures. Mais le plus vicieux pour moi, j'en ai parlé à mon procès, c'est quand ils ont pris mon pénis. Ils l'ont tenu contre une table et l'ont frappé. Ensuite, ils ont pris une planche cloutée et l'ont pressée sur mon pénis. Mais rien de tout ça ne fut aussi horrible que le jour où j'ai eu l'occasion de croiser clandestinement ma femme dans les toilettes. J'ai eu quelques secondes pour lui parler et lui ai demandé comment elle allait. Elle m'a dit qu'elle avait été torturée. Je pense que cela a été un de mes pires moments. Parce que cela symbolisait toute mon impuissance. Lors du procès de Rivonia, Mandela et les autres ont démontré qu'ils avaient commis des actes de sabotage sans avoir pour but de tuer des civils.
Mais dans notre cas, l'un des témoins a déclaré que nous avions pris la décision de mettre en place une unité d'exécution. Le danger était donc que certains d'entre nous soient condamnés à mort. Nos avocats ont estimé que je faisais partie de ceux qui couraient ce risque. Quand j'ai pris 12 ans, vous pouvez me croire, ce fut un immense soulagement. Lorsque les policiers ont procédé aux arrestations à Rivonia, ils jubilaient. Ils étaient sur un petit nuage. Ils disaient « Nous vous avons fait reculer de 20 ans ». Ils avaient raison. Ils nous ont fait reculer de presque 20 ans. Pas seulement parce qu'à Rivonia, les dirigeants ont été pris et emprisonnés, mais dans l'ensemble de l'Afrique du Sud, l'organisation était pratiquement anéantie. C'est à cette époque que le camarade Chris Hani et d'autres sont venus via la Rhodésie et ont livré des batailles en Rhodésie, à Sipolilo et à Wanki. Ils n'ont pas réussi à entrer dans le pays et des dizaines de combattants sont morts et enterrés au Zimbabwe. Mais pour le peuple d'Afrique du Sud, le peuple noir, cette nouvelle ne pouvait pas être cachée. Ce qu'ils ont fait en se battant au Zimbabwe, c'était de montrer au peuple d'Afrique du Sud que la lutte continuait. À un moment où les gens avaient perdu espoir. The flames of Soweto have just across Johannesburg. Now the fires are burning in Alexandra, the township. Les événements du 16 juin 1976 ont commencé parce que les enfants boycottaient l'Afrikaans comme langue d'enseignement. Et je les comprends parce que l'Afrikaans est une langue très difficile. Vous ne pouvez pas étudier les mathématiques ou faire de la géographie ou de l'histoire en Afrikaans. Et l'Afrikaans était vraiment détesté en tant que langue. Non pas parce que les gens aimaient les Anglais, mais l'Afrikaans avait été utilisé comme langue d'oppression. Et les enfants en avaient assez de l'oppression. Ils ont été nombreux à quitter le pays parce qu'ils étaient pourchassés par la police. Ils ont dû s'exiler. La plupart ont rejoint Umkhonto we Sizwe. Cela a vraiment été un formidable apport de sang neuf pour MK. Sabashia bafowethu savuma sangena kwamanye amazwe lapho kungazikhona ubaba nomama sikhulela inkululeko. Ce qui veut dire que nous étions d'accord pour aller dans différents pays et rejoindre la lutte afin de pouvoir libérer nos mères et nos pères. You're based in Melange. Yes. In a camp in Melange. Yeah. And these are places that I visit at times, Chris Hani and others as well. Yeah. And I roll up at your camp, and I think you were the sole white kid around. Took me back when I was in the Soviet Union. I'm the only white guy like you later in Melange.
And the comrades used to say to me, "We've long forgotten that you're a white guy." And I was just part of the community. And I remember saying to them, "I've long forgotten that I'm a white guy." I remember the first day of tactics training. Finally, 2 weeks into training, we're going to have our tactics class. And it's a 6-hour class. And, I was thinking this. I was thinking tactics. This is going to be, now we're going to be talking General Giap. We're going to be talking about the rural versus city struggle, MCW. And then this kind of horrible realization when you're standing in the tactics class and you kind of, where are the chess sets? When's this going to happen? And they say, right, the first lesson you're going to learn in military tactics is how to crawl under fire. And they showed us, the commander showed us how to do a leopard crawl holding a rifle. We all get on the ground and we start doing it, and we crawled for 6 hours. But yeah, came out of there no longer having romantic ideas about tactics in battle. Yeah. Wow. Être dans le camp, c'était comme être sur une autre planète, vraiment. C'est très difficile à expliquer. Tu es à 8000 km de n'importe quel endroit familier, de la Tanzanie, du Swaziland ou de l'Afrique du Sud. Tu es dans la brousse. Et en Angola, nous étions dans la jungle. La formation a été très très dure. C'était très très intense. À la fin de l'entraînement, je me souviens qu'un de mes amis et moi avions dit que nous étions aussi en forme que des joueurs de foot professionnels. Dans Mkonto Wesizwe, il n'y avait pas de formation différenciée pour les hommes et les femmes. Nous suivions tous le même entraînement. Même les armes. Il n'y avait pas telle arme pour les femmes ou telle arme pour les hommes. C'était pareil pour tout le monde. Ça nous a rendues fortes et on est devenus des combattantes de la liberté à part entière. Nous suivions une formation politique tous les jours. Nous avons aussi fait de l'ingénierie, ce qui était assez effrayant parce que vous avez affaire à des bombes. On savait que si on faisait des erreurs, on pouvait se blesser. L'autre chose qui a été difficile pour moi, c'était les tours de garde. Parce que quand tu surveilles l'entrée, tu ne sais pas ce qui peut apparaître. Ça peut être un animal, et dans d'autres cas, c'est l'ennemi qui attaque. Et le lundi, c'était Jazz Hour. Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je me suis dit « Oh, cool mec, on va s'asseoir, se détendre et écouter du jazz ». Jazz Hour s'est avéré être 2 heures de course autour du camp de base qui était un terrain de football où on défilait. On chantait les chansons composées la veille au soir. Le moral était si haut quand nous chantions ces chansons révolutionnaires. Il y avait tellement d'énergie, il y avait tellement d'émotions, et tout le monde disait « Renvoyez-moi au pays, et si je meurs, laissez-moi au moins mourir en tuant 5 soldats boers. Alors je serai heureux. » C'est l'effet que Jazz Hour vous faisait. Nous aurions littéralement pu courir 8000 km de Luanda à l'Afrique du Sud si on nous en avait donné l'occasion. Te battre chez toi, ça donne de l'espoir. Ça encourage à persévérer. Et parfois, on t'autorisait à tirer.
Parce que tu as toujours ton AK-47 que tu portes 24 heures sur 24. Parfois, tu as envie de le tester. Et quand tu tires, tu le fais chanter en rythme. C'est comme une chanson. Et cette chanson, encore aujourd'hui, si quelqu'un tire avec un AK-47, je peux te dire, cette personne, elle est de chez nous. Les chansons que nous avions composées circulaient à travers Radio Freedom, notre radio. Elles étaient chantées dans les townships une semaine plus tard. J'ai passé 1 an à travailler clandestinement au Swaziland. Le Swaziland était un véritable foyer d'activité ennemie. Parce que le Swaziland est stratégiquement placé pour les unités de MK entrant dans le Transvaal. C'était donc une route vitale. Nous avons travaillé au renseignement. Notre boulot était de nous assurer qu'on dégageait le chemin, qu'on retirait tous les obstacles afin que nos camarades puissent passer librement, que les armes et les munitions passent librement par le Swaziland. Seulement 20% d'entre nous avons pu effectuer des missions au pays. C'est pourquoi être choisi pour une mission, c'était comme gagner au loto. Ma responsabilité était de faire entrer les gens dans le pays et de les en faire sortir. Donc mon rôle était principalement de repérer des zones qui permettaient de franchir les barbelés à la frontière. Même si aujourd'hui ça ressemble à de l'action spectaculaire, à la James Bond, ça ne l'était pas. Parce que nous savions que non seulement notre vie était en jeu, mais aussi la vie des personnes avec qui nous devions travailler. Il s'agissait également de protéger et de sécuriser le travail que nous faisions. Nous voulions être sûrs d'atteindre notre objectif final, qui était de réussir à renverser ce gouvernement. Comrades and fellow countrymen, here is a message of this year from the ANC President, Comrade Oliver Tambo. The time has come that the rest of the black masses of our country, all 25 million of us, should join in one determined offensive to make all of our country ungovernable. Dans les années 80, des soulèvements avaient lieu dans le pays, township après township, et le régime devait placer des soldats armés jusque dans nos salles de classe. Les gens étaient inspirés par les actions de Umkhonto we-Sizwe. Et en même temps, ce sont ces soulèvements populaires qui nous inspiraient. Dans quelle unité je travaillais? Dans l'unité de refroidissement, celle qui assassinait les agents ennemis, les espions ennemis. C'est dans cette unité que je travaillais. J'ai donc été infiltré dans le pays. Ensuite, j'ai traqué un policier. J'ai été chez lui, j'ai sorti mon arme et je l'ai abattu. Nous tuons des gens et quand ils sont morts, on conserve leur corps dans la glace. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle l'unité de refroidissement. Un autre terme utilisé, c'est l'équipe d'assassinat.
They've already murdered one of our black policemen. They have threatened many. They've even kept observation on houses of white policemen in white areas. So no member of your force is safe from No these member people? of the force, especially members of the security branch. The African National Congress has declared that they intend killing us all. They're everywhere. They are everywhere. Je suis un membre des forces spéciales de MK. Notre but était de tuer les bourgs et récupérer notre terre. Nous avions déjà des gens à l'intérieur du pays pour faire un travail de reconnaissance. C'est-à-dire qu'avant d'atteindre les cibles, il y a des gens sur place. Leur mission était de localiser les cibles. The explosion took place at the very heart of Johannesburg's security establishment. John Vorster Square, Security Police Headquarters, is one of the most closely guarded buildings in the country. At 4:30 p.m., the African National Congress detonates a 50-kilogram car bomb in a crowded Pretoria street, catching hundreds of people in a barrage of flying glass and debris. Nous avons mené des actions dans toutes les régions d'Afrique du Sud, au Cap, à Port Elizabeth, à East London, dans les zones rurales environnantes, dans l'État libre d'Orange près de Bloemfontein, partout. Lorsque nous avons fait sauter la raffinerie de pétrole Sasol, il y a eu des flammes pendant 3 jours. L'ennemi et les médias ont essayé de censurer les événements, mais ces flammes étaient impossibles à cacher. Les bourgs avaient les chocottes. Quant à Voortrekker-Hoogte, nos commandants ont fait exploser la première bombe, puis celle au quartier général de l'armée de l'air sud-africaine à Pretoria. Les bourgs avaient vraiment les chocottes. I've been lenient and patient. Don't push us too far. Good evening. A general state of emergency has been declared throughout the country. The state of emergency took effect at 1 minute past midnight this morning. The Minister of Justice, Jimmy Kruger. We've had 31 cases of sabotage. 6 people have been killed. We've arrested 91 absolutely trained terrorists. And we've also arrested 594 potential terrorists that had actually been recruited. Ils m'ont attrapé et puis après ils m'ont passé à la gégène sur tout le corps. Mais quand ils ont dit qu'ils allaient s'occuper de mes parties intimes, j'ai dit « Non mec, comment mes parties intimes vont-elles supporter ça ?» Toutes ces choses douloureuses. J'ai dit « Non, attendez, je vais parler. » J'ai dit en afrikaans « Je vais dire la vérité. » Mais je n'ai pas dit la vérité. J'ai menti encore plus. J'ai seulement dit ce que je pouvais leur dire, ce qu'ils savaient déjà.
Nous savions depuis le début que lorsque nous serions arrêtés, nous serions condamnés à mort. Ne vous trompez pas, j'ai peur de mourir, mais j'étais prêt à mourir pour quelque chose de juste. Et le peuple d'Afrique du Sud était avec nous. Cela nous a rendus très très forts. Quand le juge a prononcé la peine de mort, nous avons simplement levé le poing et nous avons crié « Amandla » et j'ai entendu les gens chanter au fond de la salle. Je me souviens de ma mère quand elle est venue me rendre visite. Ses larmes coulaient. Elle a dit, « Mon fils, je pensais être venu ici pour te consoler et c'est toi qui me consoles. Dis-moi, est-ce qu'ils vont te pendre ?» J'ai dit, « Oui, maman, ils vont me pendre. » Elle a dit, « Les personnes condamnées à mort ne sont pas pendues. On leur donne des travaux d'intérêt général et ils gagnent de l'argent. » J'ai ri et j'ai dit, « Non, maman, ils nous tuent, ils nous pendent. Nous mourrons vraiment, maman. » Solomon Mahlangu fut le premier soldat de MK à être pendu par le régime de l'apartheid. C'est vraiment un des grands héros de MK. Il était si courageux qu'il a dit à ses parents après sa condamnation à mort, « Ne vous inquiétez pas, mon sang nourrira l'arbre de la liberté. » Le mouvement anti-apartheid s'est répandu et développé dans le monde entier. Il appelait les gouvernements à refuser de faire des affaires avec l'Afrique du Sud. Kodak, Polaroid, Chase Manhattan Bank aux États-Unis ont arrêté de faire du business avec l'Afrique du Sud. La Barclays Bank en Grande-Bretagne, etc. Toutes ces entreprises du monde occidental mettaient la pression sur le régime sud-africain. Les bourgs n'auraient pas négocié s'il n'y avait pas eu les activités de MK dans le pays, s'il n'y avait pas eu les opérations que MK menait dans le pays. Ils n'auraient pas cédé si facilement. Donc MK a apporté la liberté ici. Il a contraint le gouvernement à négocier. Beaucoup de personnes ne pouvaient croire que le régime de l'apartheid, qui avait été si fortement soutenu par les pays occidentaux, était tout à coup obligé de libérer Mandela, était obligé de lever l'interdiction de l'ANC. Au fond, la qualité principale de Mandela était d'être un combattant de la liberté. Il était prêt à prendre les armes, mais aussi à les déposer en fonction de la situation. L'idée de présenter Mandela en pacifiste, c'est encore une façon de nous déposséder de notre histoire
et de l'inscrire dans un schéma de mentalité coloniale. Ils ont tenté d'effacer le premier Mandela, Mandela le révolutionnaire, Mandela le guerriero. To the armed struggle in 1960 with the formation of the military wing of the ANC, Umkhonto weSizwe, was a purely defensive action against the violence of apartheid. The factors which necessitated the armed struggle still exist today. We have no option but to continue. Nous avons été libérés quand Mandela a été libéré de prison. Quand Mandela a été libéré, il a annoncé un moratoire sur la peine de mort. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours en vie, grâce à la libération de Mandela. La difficulté du retour à la vie civile. Ça demandait une adaptation énorme. Je ne crois pas que nous étions conscients, que j'étais conscient du traumatisme dû à MK. Comme je l'ai dit, c'était une autre planète, un autre monde. Quand je suis rentré en Afrique du Sud, j'étais devenu alcoolique. Cela m'a séparé de la mère de mon fils. J'ai arrêté de boire en 1996, puis j'ai changé d'addiction. Je suis devenu un consommateur de substances. Consommateur de substances, c'est la façon chic pour dire que j'étais toxicomane. Aujourd'hui, j'ai surmonté ma toxicomanie. C'est un jour à la fois. C'est un combat. Mais vous savez, j'ai un programme et je le suis. Ce qui est le plus douloureux pour moi, c'est ce que cela nous a coûté. Ce sont nos épouses et nos enfants. Ce sont eux qui ont vraiment, vraiment le plus souffert. Ce sont eux qui ont fait le sacrifice. Moi, je n'ai pas fait de sacrifice. J'ai fait un choix. Mais mon choix leur a infligé une souffrance qu'ils n'ont pas choisie. J'ai 2 fils. Le prix payé par mes enfants a vraiment été très lourd, en particulier l'aîné, parce que j'ai dû le laisser quand il avait 6 semaines et il a grandi sans parents. Lebohang se bat contre l'addiction depuis plus de 23-24 ans. Il passe d'une cure à l'autre.
Parfois, il reste en famille. Parfois, il vit dans la rue, comme un clochard. Ces 10 dernières années, il n'a pas vécu avec nous. Nenyembezi nekazi labazali bethu elaphala lesetalateni ekhaya eMzantsi Afrika thabathiya kawe kerila sihambe siyobakhulula. My daily life. Ma vie, je dirais que je suis un mendiant. Je suis sans rien. Et ils le savent. Ils savent que je n'ai pas de maison. Ils savent que je n'ai pas de revenus. Je n'ai pas fait d'études. Tout ce que je connais, ce sont les armes à feu. Ce n'est pas pour ça qu'on s'est battu. Ces voleurs au pouvoir, ces soi-disant leaders, ils pillent le gouvernement, des opportunistes, des carriéristes. Ils utilisent notre organisation pour leur sale intérêt égoïste. Ce n'est pas pour ça qu'on s'est battu. Ce n'est pas pour ça que les nôtres sont morts. Nous pensions que nos camarades avaient une conscience politique, donc nous nous sommes mis en retrait. Résultat, on a laissé faire les hyènes. Regarde, notre peuple continue de vivre dans des taudis. Notre peuple n'a pas d'eau potable. Il boit l'eau des ruisseaux avec les porcs. Ce n'est pas pour ça que nous nous sommes battus. Ce n'est pas pour ça que les nôtres sont morts. Les blessures ressenties par nos camarades ne peuvent pas être laissées sans réponse. Notre plus grand problème, c'est que ces camarades me disent « Je veux juste être reconnu comme un ancien de MK ». Je demande pourquoi. Ils répondent « Ce n'est pas pour bénéficier de quelque chose. Je veux juste que mes enfants le sachent, que mes petits-enfants le sachent. La vie qu'ils mènent résulte de ce que j'ai accompli. » Personne ne me connaît, personne ne se souvient de moi. Il n'y a personne pour dire « il y a quelqu'un qui s'appelle Jabou et qui était dans le couloir de la mort, appelons-le et donnons-lui du travail ». De nombreux militants de MK souffrent encore aujourd'hui. Ils n'ont jamais bénéficié de rien. Pour ma part, je ne me suis jamais battu pour m'enrichir. Je voulais juste me débarrasser de l'apartheid. Jabu Masina, selon moi, était le meilleur exemple de ce que nous étions. À quel point nous étions engagés, combien nous étions passionnés et ce que nous avons sacrifié. Pour moi, ils sont des modèles de cela. Et entendre qu'il galère, Jabu Masina, le gars qui était dans le couloir de la mort, le gars qui a été torturé, mis dans le couloir de la mort, a aujourd'hui du mal à faire admettre ses enfants à l'école. Quand j'ai appris ça hier, je n'arrivais pas à y croire. C'est quoi ce bordel ? Mandela est un héros. Mandela était un grand homme. Il était vraiment. Mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de héros méconnus. Il n'y a pas de tombe du soldat inconnu. Il n'y a pas de musée consacré à Umkhonto Wesizwe. Il n'y a rien, rien du tout. L'Afrique du Sud actuelle et le gouvernement de l'ANC a même échoué à créer un endroit où nos enfants
nos petits-enfants, les générations futures peuvent aller rendre hommage aux combattants de MK, aux guerrieros de MK, ceux qui étaient prêts à donner leur vie, à faire le plus grand des sacrifices pour ce pays. Il n'y a rien. Tu demandes ce qui s'est passé? Je pense que nous n'avons pas été à la hauteur. On dit que nous sommes le pays le plus inégalitaire au monde. Ce n'est pas très glorieux, et tu peux le voir. Il y a une nouvelle lutte qui reste à mener. Pas une lutte armée, espérons-le, mais un engagement fort, très fort. We are singing to the graves of Matola and Maseru, the sung and unsung martyrs of our time. My mother was a kitchen girl, my father was a garden boy. That's why I'm a communist, I'm a communist, I'm a communist. My mother was a kitchen girl, my father was a garden boy. That's why I'm a communist, I'm a communist, yeah, I'm a communist. That's why I'm a communist, I'm a communist. That's why I'm a communist, I'm a communist, yeah, I'm a communist. That's why I'm a communist, that's why I'm a communist. That's why I'm a communist, I'm a communist, I'm a communist. My mother was a kitchen girl.